Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya et vous écoutez Le Thé Noir. Aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet qui peut, selon certaines personnes, être très anxiogène, pour d'autres personnes ça leur fait ni chaud ni froid. Mais on va parler de la mort, mais surtout de la manière dont on aimerait célébrer après que celle-ci survienne. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Ndaya, comment ça va ? Ça va super, quelle belle introduction. J'avais le stress. Non, mais t'as parlé d'un sujet vraiment sensible, mais d'une manière tellement douce que je me dis, même moi j'ai envie d'écouter. Oh, waouh. Merci. Ouais. Écoute, bon. Ça va. J'ai froid, mais ça va. Tout va bien. Tout va bien, simplement. C'est parfait. Ouais, voilà. Parfait. Et toi, de ton côté ? Écoute, pareil, j'ai froid, mais ça va. Des pages, enfin des chapitres se ferment, des nouveaux s'ouvrent. Et on est là. Je sais pas, on est là, hein. Je suis officiellement la tata qui fout la honte aux enfants. Ouais. Mais genre une honte cool, pas une honte de genre oh non c'est trop la honte d'avoir ma tante, c'est plutôt genre oh mais tu m'as foutu la honte, mais en même temps c'est stylé. Mais en même temps je suis contente que tu sois venue. Ouais voilà. Donc ça c'est assez chouette. Ouais, c'est cool ça. Et puis je m'embarque dans une nouvelle aventure professionnelle, préparation de rentrée, un nouveau cartable, un nouveau sac à dos et comme t'es pas obligée d'acheter des nouveaux trucs. T'es vraiment pas obligée. Hein. Tu peux juste aller à la rentrée sans rien de nouveau. Justement, je suis dans un process où je suis en train de chercher qu'est-ce que je peux m'offrir. J'ai dit quel néné je vais présenter. Oui, je sais, mais je sais pas, quel genre de néné je vais présenter. Une néné good vibes, une néné sobre, très professionnelle. Voilà mon avis. Mais je serai sobre toujours, mais avec une nouvelle paire de chaussures. Tu vois, avec my gosh. Je sais pas, un nouveau stylo, n'importe quoi, quelque chose qui me fasse sentir que c'est la rentrée. Tu vois ? Non mais tu vois comment c'est compulsif. T'as dit même un stylo, je sais pas. Donnez-moi un truc nouveau s'il vous plaît. Non, mais en fait, ce qui est vrai, c'est que j'achète pas tant de choses que ça finalement sur l'année. Comme j'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, j'essaie d'acheter des pièces qui vont me durer pendant longtemps. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand là je vais, comme je commence quelque chose de nouveau, c'est ma manière à moi de me féliciter, de m'encourager, tout ça. Donc même un stylo, même un bloc-notes, tu vois, ça fait l'affaire. Et c'est utile. Limite, est-ce que tu t'es mis un budget limite ? On peut commencer par là. Non, je me suis pas mis de budget limite, mais je vais pas dépenser 500 balles quoi. Déjà. Oui. Je vais... Non, je sais pas, je vais voir. Franchement, je vais voir. Toi-même, tu sais, j'ai envie d'y croire. Donc je vais essayer d'y croire jusqu'à ce que je t'envoie ma photo de rentrée et tu me dises cette veste-là, les pantalons... Je l'ai jamais vue, voilà. Moi, je vais forcer jusqu'au bout. Je vais dire, quand tu vas me dire, ouais, j'ai ce nouveau truc, ça a coûté que ça, je vais dire, ah ouais, fais voir les tickets de caisse. Il est où le ticket de caisse ? Zut, c'est dommage, je prends plus de tickets depuis longtemps, ça m'embarrasse. Ça m'embarrasse. Mais bon, puisqu'on parle de tickets de caisse et de combien de choses nous coûtent. Quelle transition, hein. Vraiment dérapage contrôlé. Ouais. En fait, on va parler d'un sujet qui, Ndaya le sait bien, et je suis en plein dans cette réalité-là et je suis la chieuse de la bande. Mais pour avoir, comme tout le monde, vécu la mort dans sa famille, dans ses amis, voilà, on voit un peu comment les choses se passent. Donc il y a certaines personnes qui sont très très préparées et les choses sont, il me semble, d'un point de vue extérieur très très fluides. Et il y a des moments où c'est un peu plus chaotique et conflictuel. Donc pour avoir un peu vu presque tous les scénarios possibles et inimaginables, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petite, j'ai cette obsession que il faut être préparé à l'après. Il faut se dire que ça je le prépare, je veux pas partir en laissant des dettes, je veux pas partir en laissant des conflits derrière moi parce que j'aurais dit A à une personne, B à une autre, et quand ces personnes vont se confronter, ça va créer quelque chose. Depuis toute petite, t'as ça en tête ? Ouais, en fait, je suis pas... Si c'est un moment confession, s'il y a bien une chose qui me fait peur, c'est la mort. Et le reste, je trouve que c'est
c'est pas vraiment peur, c'est des choses où j'ai un peu plus d'appréhension, etc. Mais vraiment, la mort me fait extrêmement peur. Et j'ai l'impression qu'il faut que je m'y prépare, que ça doit être un truc. Au point où je disais, même depuis que je suis toute jeune, et que j'exprimais à mes parents le fait de faire un testament, de s'assurer que les choses sont en ordre et tout. Mon père pensait que j'avais un contrat sur sa tête, parce qu'il dit, je comprends pas cet enfant qui me demande tout le temps, en fait, papa, il est où ton testament ? C'est typiquement africain, ça. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle prépare sur moi, elle ? Au lieu de célébrer ma vie, c'est quoi ton problème ? C'est ça. En plus, on est aussi de famille et de communauté où préparer la mort, c'est comme si tu l'appelais, alors que pas du tout. Donc, quand tu prends ça, plus ça, plus ça, plus ça, moi je suis une personne qui me dit, bon, allez, j'ai mes choses que j'ai mis en place, chaque personne qui est qui de droit va recevoir un truc, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais ok. Mais j'ai compris. Et en fait, je me suis toujours dit que mon passage, autant j'essaye de faire le bien sur cette terre au quotidien, autant j'ai envie que la transition de la vie après mon passage sur cette terre soit le plus douce possible. Et que ce soit pas un fardeau sur les autres, en fait, sur ceux qui restent, c'est ça que tu veux dire. C'était une personne au grand cœur, elle a fait telle chose, elle a réalisé telle chose, elle m'a accompagnée dans telle chose, elle a toujours été un soutien, c'est quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. En fait, je ne veux pas que mon image soit ternie par mon départ. Même si t'as pas toujours le choix, bien évidemment, hein, parce qu'il y a des circonstances, il y a des trucs, bon, c'est plus fort que toi. Tu viens de me faire réaliser, je supporterai pas qu'il y ait des secrets qui sortent sur moi. Une fois que je suis dans la tête. C'est pareil en fait. Enterrez-moi avec mes secrets. Faut pas commencer à m'enterrer puis dire d'ailleurs, je vous ai jamais dit, mais Ndaya avait. Non. C'est exactement ça. Non. Enterrez-moi avec mes secrets. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien entendre. Sinon, je vais devoir venir hanter les gens. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est ça le truc. Je me dis. Et comme on aime bien dire aussi dans les épisodes, aimons-nous vivants, mais aimons-nous dans l'après. Moi, je veux qu'on se souvienne que j'étais une tante cool, une maman cool, une sœur cool. Je veux qu'on me dise que j'étais aimante, que j'étais présente, etc. Je peux pas me battre toute ma vie pour qu'on ait une bonne image de moi, pour qu'au moment où je meurs, on découvre que oh non, en fait, elle avait un enfant qu'elle a laissé là-bas. Oh non, elle avait trompé son mari avec le voisin et le deuxième, c'est pas l'enfant du mari, c'est l'enfant du facteur. Il vient pleurer et tout. Tu imagines le salaud. Il vient pleurer et dit moi aussi j'ai le droit de lire une lettre que je vais lui dire dans l'au-delà parce que moi aussi je l'ai aimé, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Elle m'a aimé aussi. Et si vous ne voulez pas l'entendre. Non, mais je t'avoue que ça c'est des trucs. On regarde dans les films, on adore regarder ça dans les films, mais si ça arrivait dans la vraie vie, je sais pas comment je me comporterais. Hein. Non mais... T'imagines, t'as un enterrement, il se passe des choses comme ça ? Non mais le pire c'est que on se dit toujours que c'est exceptionnel, mais c'est pas exceptionnel. Parce que le nombre de fois où j'ai entendu des histoires de « Oh non, on était là en train d'enterrer et on voit une deuxième famille qui arrive. » Comment ça, une deuxième famille ? Voilà, qui arrive main dans la main. Les gens ils se disent « Mais on les a jamais vus. Pourquoi ils ont l'air aussi sereins ?» Ça se voit qu'ils se sont pas trompés de salle. Ils savent où est-ce qu'ils sont. Et puis tu regardes les visages et tu dis « Mais le visage là, on dirait un visage que je connais. » Parce que là, tu commences un peu à être dans le déni. Tu te dis « Voilà. Oh, mais voilà. Et il s'avère qu'ils ont tous le même nez là. Tu te dis « Eh !» Non, parce que dans ces moments-là, t'as toujours des trucs très spécifiques qui sortent. Et là, on sort cet épisode où c'est le moment de la Toussaint, etc. Donc en France, en tout cas, on fait toujours un peu de célébration autour de ça. Mais on s'est aussi positionné pour se dire, en fait, qu'est-ce qu'on veut qu'on laisse derrière nous ? Comment on veut qu'on se souvienne de nous ? Comment on s'y prépare ? Par exemple, là, tout à l'heure, je disais que moi, j'ai peur de la mort. Je sais pas, toi, Ndaya, est-ce que ça te fait peur, le fait de mourir ? Peut-être que tu t'en fous. Bah carrément, mais ça me surprend que tu dis ça, parce que je me dis, les gens qui ont peur de vieillir, en général, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. Mais toi, ça te fait pas peur de vieillir, mais t'as la peur de la mort. Et c'est vraiment le truc qui m'a choquée, en fait. Je pensais pas que t'allais dire que t'avais si peur de la mort, mais je pense que c'est une des peurs les plus communes, hein, de toute façon. Je pense que les gens qui disent qu'ils n'en ont pas peur du tout... Non, pour moi, c'est pas possible. Parce que sinon, ça veut dire que t'accordes aucune valeur à ta vie, en fait. Et il n'y a rien qui rend la vie plus précieuse que le fait de savoir qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Ouais. Donc ça me paraît plus que logique en fait d'avoir peur de mourir. Pour moi, si t'as pas peur de mourir,
tu es un fou. Bon, voilà. Au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et en plus, moi, j'aime trop surréfléchir les choses. Donc, il y a vraiment des moments où je me dis, je suis en train de faire quelque chose et je me dis, purée, j'espère que la personne, elle se rappellera ça et tout. Et en fait, ça, je pense que ça fait partie des projets qui m'ont le plus affecté dans ma vie. C'est de regarder la série This Is Us. Ça te fait tellement comprendre l'impact que tu peux avoir sur une génération et des générations à venir, juste par certaines actions que tu as faites, par la manière d'aimer quelqu'un, etc. Enfin, quand tu réfléchis au personnage de Jack Pearson, qui est le père de famille, ouais, en fait, il est mort jeune. Dont il a impacté... Il est mort, ses enfants avaient 16-17 ans. Et toute leur vie, sur des générations, ce mec a eu un impact dans la vie de ses enfants. Donc, juste les 16 années là, qu'il a passées avec ses enfants, ça les a tellement marqués. Et tout le temps, je me dis ça, en fait. Tu sais, c'est tout bête, mais genre, un jour, je vais me chamailler avec mes enfants... parce que j'ai demandé un truc qui n'a pas été fait et je vais râler, je vais crier, je vais me dire putain, peut-être qu'un jour ils vont se rappeler de ça, ils vont dire ouais maman elle était trop nerveuse, etc. Et je me dis purée non, c'est vraiment le truc qui me fait toujours un déclic qui me pousse à changer mon attitude. Et moi j'ai pas envie de dire que la mort va rythmer ma vie, tu vois, mais c'est vraiment l'idée de que rien n'est garanti, tu vois, tu vas passer la porte et rien n'est garanti, donc tu as toujours envie de finir sur une note positive, et ça te permet aussi de relativiser certaines choses, hein, franchement, parce que quand tu réalises à quel point la vie elle est fragile, je t'assure que le collègue qui te saoule et tout, ou la personne qui t'a bousculé à la caisse, c'est insignifiant, ça devient tellement insignifiant à un moment donné, parce qu'avant j'étais prête à me chamailler pour tout, à commencer à crier sur des gens, et des fois je me dis mais en fait... tu sais quoi, reste dans ta lignée, moi je reste dans la mienne, on se connaît pas, que nos mondes ne fassent aucune collision en fait, c'est très bien. Ouais, en plus c'est hyper rare que les mondes se retrouvent et se recoupent, tu vois. Moi la chose qui m'embête un petit peu, c'est que quand tu penses à tout ça, t'as toujours les personnes qui vont te dire que c'est hyper vite. En fait, je sais pas si tu entends, mais il y a de la grêle. Et là, c'est la grêle ça ? Ouais, le micro est en train de prendre toute la grêle. J'ai entendu le bruit, je me suis dit peut-être qu'elle est en train de frotter son écouteur sur le pas. Non, c'est la grêle. Donc je sais pas si les éléments sont contre nous, mais je me suis collée au micro pour parler plus fort, mais j'ai l'impression que tu vas avoir des bruits de grêle. Oui, mais je les entends très bien. On dirait de la friture, néné. J'entendais la friture, je me suis dit, elle fait des frites. Et non, mais en fait, et ça s'arrête pas. Je sais pas. Je te jure, c'est le même bruit que quand tu mets des fruits dans l'huile. Non mais... Alright. 1, 2, Jack Pearson. Ok, mais en fait, c'est surtout que, tu vois, il y a des gens qui te disent que c'est complètement lugubre d'en parler, qu'il faut pas parler de ça, gna et tout. Mais j'ai l'impression que c'est que se voiler la face. Parce que t'es peut-être pas obligé de faire un testament à 20 ans, mais je pense que c'est pas déconnant d'en faire un à 30, à 40 ou quoi au caisse, parce que finalement, tu vois, tu fais ton testament, tu l'actualises parce qu'il y a des choses de la vie qui se passent, etc. Et puis le jour où il t'arrive quelque chose, ben, au moins, les trucs sont clairs, surtout quand t'es dans une famille. Chacun a son souvenir avec son parent, chacun a son souvenir avec son frère, avec sa sœur, avec son cousin, sa cousine, sa tante, son oncle. Ce qui fait que finalement... toi tu vas dire ah mais oui mais moi il m'avait dit ci, ah mais oui mais moi il m'avait dit ça, etc. J'ai écouté le podcast Légende que j'aime beaucoup et donc là il y avait un épisode d'une nana qui disait j'ai tué mon petit ami. Je dis comment ça elle l'a dit avec un geste du quotidien. Je lui ai dit mais attends mais qu'est-ce qui s'est passé. En fait elle a fait des pâtes carbonara. Au lieu de mettre du parmesan, elle a mis du râpé de brebis. Le mec était allergique au râpé de brebis, donc il avait 18 ans, il est mort. Tu penses... Et il lui avait jamais dit? Bah en fait ils en auraient parlé, mais tu sais elle avait 20 ans, c'est le genre de conversation, tu sais ça c'est pas resté ancré dans sa tête. Donc là je simplifie vraiment la conversation, mais dans l'épisode elle explique un peu ce qui s'est passé, machin, etc. Parce que ça a déclenché des choses derrière dans la famille qui finalement l'a attaqué, enfin bref, il y a toute une histoire. Bah, tu m'étonnes. Mais c'est sur un truc, tu vois, où un jour il s'était retrouvé chez la mère de la fille, la maman de la fille avait fait, tu sais, des petites, comme des cougères, fromage, jambon et tout, et genre le mec lui a envoyé un texto en lui disant là si tu m'embrasses je peux mourir, parce qu'apparemment il est vraiment allergique à certains fromages, mais ça s'est passé tellement vite.
Et elle dit, voilà, moi j'ai 20 ans, je vois mon copain qui sort, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans les trucs ? Ah bah c'est quoi ? C'est du fromage de quoi ? Attends, je reviens vite. Il lui envoie des textos en lui disant, non mais t'inquiète, je vais gérer. Le moment où elle se dit, attends, ça fait un peu longtemps qu'il est parti, elle va le rejoindre chez lui, il est allongé, t'as les pompiers qui sont en train de lui faire un massage cardiaque. Donc, bien sûr, ça c'est un cas extrême, il n'y a pas des morts comme ça tout le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que la caractéristique de la mort, c'est que c'est quelque chose qui est complètement inattendu. Tu peux pas te dire que, en fait, je vais mourir vers 70 ans, j'ai encore le temps de me préparer. Le truc qui, moi, me marque dans tout ça, c'est que quand les choses ne sont pas préparées en amont, ça met la famille dans une détresse. Et c'est le même exemple que j'utilise maintenant pour parler du mariage. Je vais m'expliquer. À l'époque, quand on voyait les contrats prénuptiaux aux États-Unis, on se disait, mais les Américains, ils abusent, blablabla, pourquoi toujours penser au divorce, machin. Maintenant que je suis un peu plus âgée, que je suis un peu plus réfléchie et un peu plus mature, faire un contrat de mariage, c'est pas con. Parce que comment le visage des gens change au moment du divorce, comment les gens peuvent avoir envie de te faire vivre un enfer, comment ils peuvent avoir envie de compliquer les choses parce qu'ils ne peuvent plus te voir. Pour moi, c'est la même chose quand tu perds un proche, un ami, un membre de ta famille, peu importe. La peine transforme, mais d'une façon que tu ne peux pas envisager. L'amour que tu peux avoir pour une personne. Vous pouvez être d'accord dans votre fratrie, entre frères, sœurs. Vous dites, ah oui, maman, elle nous a toujours dit qu'elle voudrait être enterrée là, qu'elle voudrait ci, qu'elle voudrait ça. Au moment où le jour arrive, tu ne sais pas lequel va changer sa veste. Peut-être ça se passe très bien. Tu sais pas lequel va se dire, en fait, non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai envie qu'elle soit juste là, ou non, je veux qu'elle soit plus proche de moi, chez moi, chez personne d'autre. Voilà. Voilà, c'est toutes ça. Ces choses-là, ça va commencer à créer des discords pour rien. Moi, je veux avoir un cercueil en bois de chêne. Non, maman, elle préférait, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'ébène. Moi, elle m'avait dit qu'elle voulait le manguier. Ça va déborder sur comment toi tu veux décider quel bois elle veut, alors que au moment où elle est morte, t'étais pas là. Moi j'étais là. Moi j'étais ici. Moi j'ai fait ceci. Tout va devenir. En fait, tout est quantifié. En fait, après la vie, tout est vraiment quantifié, et il y a la question de qui est légitime de dire ou de décider ou de faire des choses pendant cette période. Et en plus, t'as toute l'autre partie où, en fait, nous, dans notre société congolaise, où les membres de la famille ont le droit de dire quelque chose jusqu'à un certain point. Il y a les histoires de clans. Après, je viens d'une famille qui reste quand même assez traditionnaliste, donc il y a certaines choses qui ne bougent pas. On n'est pas une famille où on ne pratique pas, et je mets des grands guillemets, nos lois, les lois de chez nous, donc du coup c'est un peu compliqué. Et quand je dis ça, c'est pour éclaircir. Par exemple, j'ai un exemple très très concret. J'ai mon grand-oncle qui est décédé il y a maintenant presque 2 ans. Et au moment de son décès, ses frères et sœurs, ou certaines de ses sœurs, se sont permises de dire, je comprends pas pourquoi sa femme elle veut l'enterrer vite, et puis d'ailleurs moi il m'avait dit ci, et puis d'ailleurs il y avait ça, pourquoi elle fait ça comme ça, elle veut vraiment nous mettre à l'écart, machin, c'est une sorcière, elle est méchante, et voilà, et là ça commence à déborder. Sauf que mon grand-oncle avait laissé un testament, et donc sa femme, elle exécutait uniquement le testament de son mari. Et ce qui était bien, c'est que et sa femme et ses enfants étaient au courant de ce qu'il souhaitait. Donc c'était pas une surprise. Et en plus, ce que j'ai trouvé encore plus insidieux dans cette affaire, je sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, mais c'est que les personnes qui revendiquaient comme ça, parce qu'il est décédé suite à une maladie, sont des personnes qui ne sont quasiment pas venues le voir quand il était malade. Et donc, tu te dis, voilà, parce que c'est le sang. Et là, ils vont te dire, oui, mais c'est mon frère, oui, mais c'est mon... Voilà. Ouais, mais t'étais pas là. C'est ça. Et donc, du coup, le fait de voir ça. Et à côté de ça, j'ai un autre exemple d'une personne dont le papa est décédé, que le papa avait tout géré en amont. Donc, en vrai, il fallait juste dire, bon, bah voilà, il va être enterré tel là, il a sa place, voici, machin, comment clôturer ses comptes parce qu'il avait décidé ça. Pour l'appartement qu'il avait, voilà ce qu'il a décidé. Boum, boum, boum. En fait, c'était réglé et la personne pouvait se concentrer sur son deuil. Il n'y avait que ça à faire.
juste de dire je suis triste, je pleure, les gens viennent me voir. Et il y a aussi cette partie-là qui est très très lourde, c'est le poids des familles qui viennent te voir, où tu dois être... Finalement, tu peux pas pleurer parce que toute la journée, t'as tout le monde qui te dit mais non, ne pleure pas, ça va aller. Tu es là, tu dis en fait... C'est vraiment le truc que j'ai toujours détesté entendre. Ouais. Dans quel film tu vas venir me dire comment je dois gérer mon deuil, en fait? Je trouve ça scandaleux. Ouais. Et ça m'a toujours dépassé, cette partie. Et en fait, et c'est tout ça qui est très très compliqué, et c'est pour ça qu'on fait aussi cet épisode aujourd'hui, parce que on sait que c'est des conversations qui sont pas agréables à avoir, et je pense que dans le podcast, on a depuis le début que des conversations qui ne sont pas forcément agréables à avoir. Il y a des choses je pense, dans nos communautés, on ne dit pas, mais on se permet de le dire aussi. Et dans toutes ces conversations inconfortables, celle-ci est aussi importante que le reste. Parce que la mort fait partie de la vie. Y a personne qui vit toute sa vie sans avoir ne serait-ce qu'une fois été confronté à la mort. On peut ici professer pour le fait d'être une bonne personne, pour être une bonne sœur, être quelqu'un sur qui on peut compter, être quelqu'un qui peut être là pour donner des conseils, etc. etc. Mais quand on fait toutes ces choses-là, on doit être aussi capable d'être là pour des conseils, pour te dire... moi je donnerais pas de conseils en immobilier parce que c'est pas du tout ma branche, c'est pas ma tasse de thé, mais de se dire toi, moi j'ai envie d'acheter un appartement, tu vas te retourner vers ton ami qui a déjà acheté un appartement, qui va être capable de te dire ah oui bah alors fais attention à ça parce que moi j'y avais pas pensé, attends mais si tu veux je te donne le numéro de mon notaire, attends mais j'ai un agent immobilier qui est vachement bien, etc. Bref, tu te tournes vers les personnes, voilà, et vous avez des discussions, c'est les discussions qu'on a en tant qu'adulte quand on est assis à table, etc. Quand tu veux avoir un enfant, on a aussi ces conversations là, mais attends mais toi t'as choisi quoi? Non mais j'aimerais bien une césarienne de confort. Ah bon, c'est pas cool, pourquoi la rééducation derrière et tout? Ah mais t'as accouché dans quel hôpital? Celui-là? Ah mais c'est cool, moi je pense que je vais plutôt prendre celui-là. Privé, public, clinique, hôpital, enfin bref, t'as ces conversations-là avec les gens, tu mets ton enfant à quelle école, machin, etc., etc. Mais finalement, la mort, ça reste toujours dans les sujets dont on parle pas, pour moi, je le mets au même niveau que l'argent. C'est-à-dire qu'on sait pas comment les gens gagnent, et on parle pas de la mort. C'est toujours un peu le sujet où, oh là, on va pas... Incroyable. Mais par contre, je peux connaître la couleur de ton slip. Alors ça... Mais c'est pas de problème. T'as trop raison. Parce que l'autre fois, j'ai pensé en plus, j'ai eu une conversation avec une de mes sœurs, là, elle a eu un dégât dans sa maison, etc. Et elle m'expliquait que toutes les réparations seraient prises en charge par l'assurance, etc. Et je me dis, tu vois, c'est marrant, il a fallu qu'il arrive ça pour que je sache toutes les démarches que t'as faites. Parce qu'elle est propriétaire, tu vois. Et je me disais, mais ne serait-ce que ça, en fait, quand, à part le moment où toi-même tu décides de devenir propriétaire, la plupart du temps on est au courant de rien. Donc quelqu'un dans ta famille qui a fait toutes ces démarches, qui a parlé avec les conseillers, avec les banquiers, avec les notaires, etc., qui a fait la totale, et ben pendant qu'elle fait toutes ces démarches, elle en parle à personne. C'est ça. C'est le jour où vous avez signé le papier qui dit je suis officiellement propriétaire, etc., qu'on est au courant de l'histoire. Mais même pour ce genre de situation, tu vas venir poser des questions, on va te regarder genre pourquoi tu veux savoir ça? Alors que, comme tu dis, j'ai le droit de connaître la couleur de ta culotte. C'est ça. C'est ça. C'est trop étrange. Franchement, et même, tu vois, tu peux savoir des choses sur l'intimité de personnes où tu te dis, mais ça, c'est une information que je n'ai pas besoin de savoir. Par contre, explique-moi comment tu as fait des placements pour te permettre d'avoir un assez bel apport pour acheter une maison, un appartement. Mets-moi en contact et bizarrement, avec... quand c'est ce sont de conversations-là, nous, les Africains, on aime bien dire quoi? Ouais, telle chose, je vais pas en parler parce que... il y a l'œil, je veux pas... Parce que l'œil, parce que j'ai pas envie que ceci me porte la poisse, etc. Mais t'es prêt à me raconter comment tu t'as allongé avec ton gars dans le lit, mais tu veux pas me raconter comment vous êtes devenu propriétaire? Non. Ça, tu penses pas que ça va te porter l'œil? Franchement, c'est ridicule. Parce qu'en fait, je me dis que même en tant que communauté, c'est bizarre d'avoir cette mentalité. En fait, c'est pas bon qu'on ait cette mentalité à chaque fois de je garde certaines choses pour moi parce que je veux pas que ça me porte la poisse. Tu sais, c'est comme la culture d'entreprise où on nous a fait croire que discuter le salaire avec ses collègues, c'était une mauvaise chose. Mais alors... C'est une mauvaise chose uniquement pour la direction de la boîte, moi, je trouve. Parce que des fois, tu vas te rendre compte que t'es moins payé qu'une personne, ou t'as une autre personne qui est vraiment payée en dessous, et tu vas la conseiller, tu vas lui dire, mais c'est pas normal avec le diplôme que t'as, etc., vous allez vous aider. Ça dessert que la boîte, et je pense qu'il y a certaines conversations en tant que communauté qu'on doit avoir, qu'on refuse d'avoir, et ça nous dessert, en fait. Globalement, ça nous dessert beaucoup. Mais d'ailleurs, ça fait partie
des choses. Il y a une loi qui est passée récemment, où il y a un truc, il y a un décret, ou je sais pas, il y a quelque chose qui est passé récemment, où finalement les sociétés elles vont devoir publier les salaires ou je sais pas quoi, et ce sera plus un tabou de connaître le salaire de ton voisin. Ouais, c'est pas vrai. J'ai lu ça. Les Français vont plus dormir. Tu vois, il va avoir un système de tension dans les entreprises qu'on a rarement vu. Moi, je les appellerai plus par leur prénom, mes collègues. Je vais dire comment ça va, 63K alors. Et toi, 150. Quelle journée. Et toi, 24. Non, mais c'est vraiment ça. Quand on va voir les salaires de nos directeurs qui font rien du tout. Non, mais tu vois. Et justement, quand en fait, ça fait partie de toutes ces choses-là où en tout cas, j'ai l'impression qu'on essaie de se battre contre cette culture du secret, parce que c'est dans cette culture du secret qu'il y a des choses qui arrivent, et qui malheureusement peuvent se continuer en toute impunité. Là, on vous parle de la mort, mais on a d'autres épisodes prévus où on va reparler de sexualité, on va reparler d'argent, on va reparler de beaucoup de choses, et c'est quand même important, parce que là, notamment pour ce qui est de la mort, tant que tu n'y es pas confronté, tu ne te rends pas compte de cette réalité-là. Et il y a et aussi, la raison pour laquelle on sort cet épisode autour de la Toussaint, c'est qu'il y a cette fête Dia de la Muerte, ou de la Muerta, je sais pas, que font beaucoup d'hispaniques, j'ai pas envie de dire de bêtises, où en fait ils se maquillent, ils se promènent dans la rue, ils s'habillent bien, ils font des offrandes, etc. Et c'est une façon d'honorer leur mort, tu vois. Moi, il me reste qu'une seule grand-mère, aussi loin que je me souvienne, elle a toujours dit, le jour où je vais mourir, il faut que l'orchestre joue pendant 1 mois non-stop, parce qu'elle veut qu'on soit en train de faire la fête, qu'on boive, et elle dit, il faut que tout le monde sache que je suis morte, et moi j'ai des petits-enfants qui ont été jusqu'en Europe, jusqu'en Occident, donc vraiment là il faut rincer tout le monde va savoir que moi je suis morte, et t'es là, tu dis, madame, gérez-vous, mais franchement, je comprends. Je comprends trop bien. Franchement, sa façon d'aborder la mort, plus je vieillis, plus je vieillis, plus je me dis... Plus ça fait sens, hein. Oh oui, tu te dis, elle a fait toute sa vie. Là, elle a 98 ans. Je dis pas de bêtises, mais bien sûr que t'as envie de faire une énorme teuf. Tu vas pas pleurer comme si elle était morte à 30 ans. Elle a passé 90 ans. Mais on va la célébrer jusqu'à la mort. Enfin, je vois pas comment on peut faire autremement. Et je comprends. Mais tu sais que nous, on l'a fait en plus dans notre famille. Après, ça fait très longtemps. Ça fait 20 ans maintenant. Ouais. J'avais une tante qui était décédée et elle avait toujours dit à sa fille, elle a dit, moi, quand je meurs, vous me mettez, à la seconde où vous me mettez sous terre, je veux que vous dansiez. Et en fait, ça va trop faire rire parce que j'ai l'impression qu'elle l'a déjà dit et quand j'étais chez elle, tu vois. Ouais. Et en gros, elle disait, à l'époque où elle est décédée, putain, c'est ridicule. C'était la chanson Sasson de Morrison qui était à la mode. Et elle arrêtait pas de dire, vous allez louer une salle, vous allez faire la fête, vous allez danser. Hey, qui ça donne t'as la beauté. Elle disait, en mon honneur. Elle a dit, tant et aussi longtemps que je serai vivante. C'était, franchement, et après, quand elle est décédée, on a quand même respecté des 40 jours de deuil, mais tu vois, 40e jour, quand cette chanson elle est passée, on s'est regardé genre, allez, do it for Tantine. Parce qu'en fait, elle a C'était toujours trop bizarre, dit... parce que t'es là, tu te dis vraiment, non, t'as envie de la célébrer, t'as envie d'honorer sa mémoire comme elle l'entendait, mais tu sais, t'es là, tu danses et tu te retiens de pleurer, tu te dis, non, faut pas que je me mette à pleurer maintenant, c'est pas le moment. Mais c'est vraiment les souvenirs que tu gardes comme ça, où je me rappelle, elle avait dit ça et on s'est dit, on va lui faire honneur, en fait, ce serait ridicule qu'elle ait dit ça et qu'on n'ait pas pris ça au sérieux, on a juste ignoré. Non, elle était sérieuse, elle était très sérieuse. Et en fait, le truc aussi, c'est ça, c'est que dans le deuil, pour l'avoir vécu, même très récemment, t'as toujours des moments où tu vas beaucoup pleurer, tu vas être très triste, mais t'as des moments où tu vas te souvenir de la personne avec tendresse, avec joie, parce que vous avez partagé quelque chose, tu vois. Et donc, comme tu dis, je trouve pas ça déconnant de célébrer la vie de quelqu'un en dansant. Je trouve pas ça déconnant de boire un verre en l'honneur d'une personne. Tu vois, moi, si ma grand-mère avait aimé le champagne, j'aurais pu boire du champagne tout le long parce que je me dis, elle imagine ça, c'est une façon de penser à moi. J'ai une amie, je pense qu'on était partis, on était en Italie, et pendant notre voyage en Italie, elle reçoit un appel pour lui annoncer que sa grand-mère est morte. Donc moi, tout de suite, je me dis, punaise, elle a envie de rentrer, etc. Elle me dit, non, je vais pas rentrer, il nous reste 2 jours.
j'ai découvert l'Italie par ma grand-mère, j'ai l'impression de lui faire honneur en finissant mon séjour, et de toute façon, quand je vais rentrer, ça va être géré, et tu vois, je serai là, mais en vrai de vrai, tout de suite, même si je rentre, ça va rien changer, elle est déjà morte. Et ça a été son petit clin d'œil, machin, etc. Et je me suis dit, c'est aussi une jolie philosophie, parce qu'elle se souvient de ce que sa grand-mère a fait. Bien sûr, elle était triste à des moments, etc. Mais pour elle, c'était une façon de l'honorer. Je me dis, tu vois, moi j'aimerais ça. J'aimerais qui va te dire quoi? Parce que si elle connaît sa grand-mère, elle avait sa relation avec elle. Oui. Qui va t'embrouiller et te dire non, tu aurais dû être là à tel moment, etc. Et comme elle a dit, elle n'est plus là. Oui, c'est ça. Et donc, qui peut juger ce qui se passe en fait? C'est exactement ça en fait. Je me dis, moi, au moment où je vais décéder, si mes enfants, et quand je dis mes enfants, ce sont mes propres enfants, mes neveux, mes nièces, enfin tous, ils se disent tata elle aimait ça, pour elle on va aller faire ça, ça va être le petit clin d'œil qu'on fait à tata. Ou je sais pas, tata elle nous faisait vraiment le meilleur gâteau nature. Et vous savez quoi, on va faire un gâteau nature et on va regarder La Princesse et la Grenouille parce que c'était son Disney préféré. Et franchement, s'ils ont besoin de ça, ou se dire, tata elle adorait aller manger des pizzas en Italie, vous savez quoi, on va tous ensemble, on prend un billet d'avion, on va en Italie pour aller manger une pizza pour penser à tata. Mais grand bien vous fasse, parce que une fois que t'es mort là, on va pas te réanimer. Hein. Enfin, je connais pas d'histoire de quelqu'un qui est mort depuis 5 ans et qui s'est réveillé en disant, haha, c'était une blague, je suis de retour. Non, mais surtout que moi, j'ai pas envie d'être... genre, tu décèdes et t'es petty, t'es en train de bouder dans ton coin, là, dans l'au-delà, parce que... oui, ils m'ont pas pleuré de telle manière, etc. C'est ridicule. Alors, l'autre fois, j'ai lu sur Twitter, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit dans le podcast, mais j'avais vu sur Twitter un gars qui disait qu'il rentrait d'un enterrement, et il a dit, les discours qu'il a entendus sur la personne qui était décédée étaient tellement magnifiques, et il disait, j'aurais tellement aimé qu'on fasse ces discours quand on fêtait un de ses anniversaires. Exactement. Et c'est ça en fait que je retiens, moi. Moi, c'est vraiment le truc que je retiens. Parce que je trouve que plus on avance dans l'âge, plus on accumule les décès dans les familles, etc. Là, je suis arrivée à un point vraiment où je me dis, j'ai pas vraiment envie d'organiser la manière dont vous allez me célébrer quand je serai plus là, parce que je serai plus là, de toute façon, c'est pas de mon ressort, mais s'il y a un truc sur lequel j'ai le contrôle, c'est mon vivant. Donc je me dis, là... j'ai envie que chaque moment que je passe avec les gens que j'aime, ce soit des moments où on est bien, que quand ils sont dans le besoin, je peux être là pour les aider, pour épauler, etc. Et surtout, je me dis, en fait, maintenant, il y avait une période où j'étais où j'avais levé le pied sur les anniversaires, où je me disais, bon, c'est pas si grave si je fais rien, mon anniversaire, etc. Là, j'arrive vraiment à un stade où je me dis, mais que ce soit les grands 40 ans ou 41, même 41,5, si j'ai envie de faire une fête, je fais une fête. Exactement. Vous ne pouvez rien me dire. Exactement. Je sais que moi, quand je me suis mariée, le premier truc que je m'étais dit, c'est quand j'ai fêté mes 10 ans de mariage, je vais faire une fête. Et les 10 ans sont arrivés. Les 10 ans sont arrivés. Et quand les 10 ans sont arrivés, j'étais en mode, on va faire un petit truc et tout, tranquille. Mais en fait, non, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et c'est vraiment le truc où je me dis, on aime beaucoup juger les gens qui vivent leur vie comme bon leur semble, alors que c'est exactement ce qu'on devrait tous faire. Et je pense qu'on a cette facilité à juger parce que justement ça nous met face au fait que on se limite dans nos existences. C'est ça. Tu vois, quand tu regardes les gens du showbiz qui se marient tout le temps là, Jennifer Lopez et Ben Affleck là, on se marie, on divorce. Je me dis, elle, vous pouvez la juger comme vous voulez, mais à la fin de sa vie, Jennifer Lopez dans son lit là, de mort, je suis sûre elle va se dire moi j'ai bien vécu, hein. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi j'ai vécu. Quand j'avais envie de me marier, je me suis mariée. Quand j'avais plus envie d'être avec cet homme, j'étais plus avec cet homme. Et on m'a jugé. Toi, dans ton coin, tu voulais rester avec l'homme jusqu'au bout parce que les apparences, etc. On t'a quand même jugé. Donc c'est vraiment le truc où je me dis... et en fait, demain, si t'as envie de faire une fête parce que... je prends mon exemple. Hein. Ça fait 30 jours que j'ai pas bu de coca. Merci. J'ai dit, je veux qu'on fasse une fête. Je veux faire une fête. Non mais en fait... je vais le célébrer, c'est pas grave. Non mais c'est vraiment ça le truc, c'est que toutes les petites célébrations sont bonnes. Et t'as des copines, t'as des machins. Là j'ai dit, bêtement Daya, j'ai fini mon contrat, faut qu'on célèbre. J'ai signé un nouveau contrat, faut qu'on célèbre. Parce que dans cette vie d'adulte où les choses vont très très vite,
où on n'a plus le temps de rien, on n'a même pas le temps de dire ouf. On se voit uniquement au mariage, aux naissances et au décès. Tout ce qu'il y a entre, on se voit plus. Tu prends des rendez-vous. C'est pour ça que des fois, quand on se voit, on se dit tu sais, on a une vie tellement suractive, on se dit, quand tu viens, on va faire ça. Et puis, pouf, au moment où on se retrouve, on est assise et on se regarde, genre, on est obligé de faire ces trucs ? Non. Ok. On va chiller alors. Non, parce que c'est pas possible, en fait, de tout le temps vouloir planifier des choses et on vit plus, en fait, on profite même pas. C'est ça, t'as des moments où tu es présent pour les personnes qui sont là pour toi et c'est hyper cool, mais il faut créer les autres instants. Moi, j'ai des souvenirs, tu vois, où quand t'es enfant, tu sors, tu vas jouer dans la rue. Et c'est tout bête, tu vois, c'est vraiment un truc, mais tu saisis une opportunité. Et comme tu dis, on est tellement pris dans la vitesse de ce qu'est la vie, le quotidien, etc., qu'on oublie de se créer des opportunités de « Ah, mais punaise, là, on va kiffer, en fait. Là, viens, on va juste se poser en terrasse, on va picoler, on va rigoler. Ou viens, on va juste passer l'après-midi à la plage et on fait un château de sable. » tu sais, de créer des petits instants, même si tu fais le côté de romantiser ta vie, de se dire, en fait, moi cet après-midi, j'ai juste envie de me poser, c'est le déluge dehors, je vais me poser avec un chocolat chaud et un bouquin. Des trucs qui te font du bien au corps et à l'esprit, c'est hyper important. Et dans tout ça, moi, je veux vraiment que, dans mon départ, ça reste une caresse après. C'est de se dire, en fait, j'ai profité de ma maman, j'ai profité de ma femme, j'ai profité de ma soeur comme je le souhaite. Et j'espère sincèrement que je vais respecter l'ordre naturel des choses où mes parents partent avant moi et que moi je pars avant mes enfants. Ça, c'est ce que je le souhaite. Mais de me dire que, en tout cas, quand je vais partir, chacune des personnes qui me seront chères se diront, j'ai eu des moments avec elles. Je veux que les gens qui pour moi sont importants aient un souvenir de moi, mais tu sais, le souvenir qui te donne le petit sourire de se dire « Ah oui, c'est vrai, tu te souviens le jour où on s'est retrouvés à marcher 10 km sous la pluie parce qu'on avait crevé, on était exténués, alors qu'il y avait tout. » Mais tu sais, des histoires un peu improbables, où, en fait, ça devient un peu des légendes. Tu vois, c'est... Mais c'est vraiment ça. Le nombre de fois où il nous arrivait des dingueries comme ça, et sur le moment, t'es énervé, et après tu te dis, mais dans peu de temps, on va en rire. Et ça te calme direct. Non, mais c'est vraiment ça. Tu sais, par exemple, nous, on a une famille d'amis avec mes parents. Ce sont pour moi mes cousins, cousines. Nous n'avons absolument aucun lien de sang. Et c'est tellement bête, mais ma vie, avant qu'ils soient dedans, je ne m'en souviens pas. Et donc on a des photos où on est ensemble, etc. Les enfants ont à peu près le même âge, bon, voilà. Et en fait, on a retrouvé une photo. Et c'est justement avec ma cousine, où on a 3 mois d'écart. Il y a nos 2 mamans sur cette photo. Il y a un bébé dans les bras d'une des 2. Et on dit, mais qui est ce bébé ? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi ? On dit, non, mais je pense que c'est moi. Mais si c'est moi, toi, tu étais où ? Oui, mais en fait, si c'est moi, c'est peut-être que ta maman, elle était encore enceinte. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne voit pas sur la photo. Bref, il y a tout un truc. Et là, il y a quelques jours, on a passé du temps, du coup, avec cette tante et ma maman. Je montre la photo parce que ma mère ne se souvenait plus. Elle dit, ah non, moi, je pense que c'est toi. Non, moi, je pense que c'est truc. Je montre cette photo à cette tante, et cette tante, elle dit « Ah non, c'est sûr, c'est ma fille. » Et là, on se dit « Mais alors, c'est ta fille ?» Elle dit « Si, je reconnais la robe, etc. » Et là, on était dans un fou rire, parce qu'elle dit « Oui, mais parce que toi, t'étais en train de dormir à côté, tu te souviens, il y avait eu ça, et moi, je mangeais les tsaki madesu, c'était trop bon dans la casserole. » Mais c'est quand on habitait dans le truc. Et tu vois, juste une photo, toutes les souvenirs que ça a remonté, ah oui, mais ça c'était avant que vous habitiez là, tu te souviens, il y avait d'ailleurs ci, il y avait d'ailleurs ça, ah vraiment on a vécu des choses, hein. Et nous voilà aujourd'hui, nos enfants ont des enfants, ils se sont mariés, et tu te dis, c'est ça que je veux, c'est retomber sur des photos et me dire, avec la personne qui est décédée, de me dire, ah ouais, mais avec elle j'ai fait telle chose, j'ai vécu telle aventure, oui je suis triste, la personne elle est partie, mais les souvenirs, les leçons qu'elle laisse après. Et je me rends compte aussi que je prends de plus en plus de photos, notamment sur des appareils photos. Je tape des photos qui sont parfois imparfaites, parce que je me rends compte que j'ai plus de photos. On prend 1 milliard de photos avec nos téléphones, qu'on n'imprime jamais, qu'on met nulle part. Et surtout, on prend 1 milliard de photos nulles, quoi. Parce que t'imagines si tu fais un album et c'est que des selfies.
Genre vraiment prendre des photos. Là, je suis d'accord quand tu dis quand t'as ton appareil jetable, tu prends pas des selfies. Genre, tu prends le temps de faire une mise en scène, de prendre des moments forts d'autres personnes autour de toi, etc. C'est pas des photos qui ont aucune... Il n'y a pas d'âme dedans, quoi. Il n'y a pas d'histoire. C'est ça. Et en fait, je veux laisser derrière moi des souvenirs qui font que quand les gens ils vont se retrouver, ils vont se dire « Ah oui, mais je me souviens, ça c'était la maison de vacances qu'on avait pris, et puis c'est l'été où finalement il s'était passé ça, on pensait avoir un été de ouf, mais finalement il a plu tout le temps. Et c'est l'été où j'ai appris à jouer au Kems, c'est l'été où j'ai appris à jouer au Monopoly. » De voir un peu, d'essayer de figer des instants, parce qu'on sait, et je le vois autour de moi, les histoires de téléphone, de télé, etc., ça pourrit la mémoire. C'est vraiment... C'est horrible. J'ai l'impression que si on avait une capacité de mémoire à 50, avec toutes les avancées, toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on est peut-être passé à 30. Et je trouve ça très très triste. Et tout ce que je peux faire pour exercer ma mémoire et pour laisser une mémoire, moi j'ai pas envie de partir et qu'on dise « Ah là là, cette meuf elle était très riche ». J'en ai strictement rien à faire. Hein. Moi, ce que je veux... Franchement... Non, mais tu sais, moi, si je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important, hein. Franchement, j'arrive pas à saisir. Je veux pas juger ou quoi, j'arrive pas à saisir. Mais je suis grave d'accord avec toi. Ouais, moi, je veux qu'on laisse derrière... Ce que je veux que laisse derrière moi, c'est... Ah, c'est la personne qui m'a appris à faire un gâteau au chocolat. Ah, c'est la personne avec qui j'ai passé mon 30e anniversaire sur le mont Fuji. Ah, c'est la personne qui m'a aidé à sauter en parachute alors que j'avais très très peur. Tu vois, j'ai fait l'anniversaire de ma nièce là. Elle avait peur de sauter dans une piscine, tu vois, un truc de trampoline. Là, il y a des piscines avec des balles en mousse. Elle avait peur de sauter d'1,50 m de hauteur pour se jeter dans la piscine, mais vraiment terrorisée. Et bah, du coup, on discute, machin. Bien sûr, là, ça devient un peu du chantage. Chantage gentil, hein. Écoute, si tu sautes, je t'offre un truc de K-pop Demon Hunter. Ah, c'est vrai? Quoi? Et là, soudainement, le courage vient et tu sautes, tu vois. Mais... Elle a sauté plusieurs fois même. Voilà, mais et vraiment, avec moi, sans moi, avec ses potes, soudainement, tout allait bien. Et après c'était genre mais du coup j'ai sauté 3 fois, est-ce que je peux avoir 3 trucs? Et j'ai dit non. Ouais, c'est ça en fait. Et comme non madame. Non mais comme ils disent les anglophones, c'est des core memories. C'est des choses que tu vois, moi je suis partie en Autriche avec l'école quand j'avais 8 ans, si je dis pas de bêtises. Il y avait une odeur particulière. Cette odeur, dès que je la sens, ça me ramène directement au chalet en Autriche, au père Fouettard, etc., tu vois. Et en fait, c'est ça que je veux laisser derrière moi. Vraiment, s'il y a un truc pour lequel je me bats, au-delà du fait d'avoir une transition facile, d'avoir tout organisé avant mon départ, etc., je veux laisser des core memories aux gens qui ont été autour de moi. C'est de se dire, un soir, j'étais très énervée, j'avais juste besoin de marcher, j'avais pas besoin de parler, mais ta présence à mes côtés, ça m'a fait du bien. Parce que tu as compris que je voulais pas parler. Un jour, j'avais envie de taper quelqu'un sur la tête, t'es venu avec moi, on a tapé cette personne sur la tête. Un jour, j'avais... Tu vois, Et personne ne saura jamais cette histoire, parce que quand on sera sous terre, personne ne va venir révéler qu'un jour, on a tabassé quelqu'un. Voilà. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est de se dire que, je sais pas, moi j'ai envie de... Tu te plains, j'ai pris du poids, de machin, etc. Mais en même temps, j'ai envie de me faire un énorme burger avec plein de fric. Et on s'est posé en regardant une connerie à la télé et tu m'as pas jugé. C'est ça. En fait, franchement, je veux laisser du caractère. Je veux laisser, tu sais, comme une philosophie de vie derrière moi. On va parler de Nelson Mandela, on va parler de tous les trucs qui le caractérisent, ses engagements, ses machins. Mais on va se rappeler surtout que c'est quelqu'un qui était là pour l'unité, pour la paix. C'est ça. C'est... en tout cas, mais en parlant de core memory, là récemment j'ai fait un truc avec les enfants. Et après je pense qu'une fois, je l'ai fait, c'est toi qui m'as filmé même. Quand on était encore en France et il s'était mis à pleuvoir super fort et je suis partie danser dehors avec les petites. Et et les petites, elles avaient quel âge? Elles étaient toutes petites. Elle devait avoir 3 ans, Jazz, un truc comme ça, je sais plus. Et en fait, ça, c'est un truc, je savais pas, mais c'est un vraiment core memory pour elle, c'est ça. Sauf soit elle s'en rappelle pas parce qu'elle était bébé. Et à chaque fois,
à chaque fois qu'il y a une pluie de dingue ici, elle me dit maman viens on va dans le jardin, on fait comme on avait fait l'autre fois. Ouais. Et vraiment c'est devenu le truc avec mes enfants. Quand il pleut, mais vraiment genre pluie diluvienne là, on part pieds nus dans le jardin en mode on court comme des fous genre et puis on lève la tête, on tire la langue, je dis tire la langue, on va goûter la pluie et tout. Vraiment un truc bête. Et ça m'a tellement fait rire parce que la dernière fois que ça arrivait, je crois que la semaine dernière, là, il a plu en catastrophe. Et en plus, comme c'est les vacances, les enfants ils étaient tous posés à la maison. Et il s'est juste mis à pleuvoir super fort. Et puis je vois Jess qui passe la tête dans ma chambre, elle dit Mom, you know what to do. Non mais c'est ça. Et je lui dis ouais c'est parti. Et donc ils essayaient de motiver leur père à y aller et tout. Et ils disaient mais Daddy regarde et tout, nous on fait toujours ça quand il pleut machin. Et en fait c'était trop drôle parce qu'elle lui expliquait ça comme si c'était une tradition. Et donc les filles étaient en train de lui expliquer mais tu comprends pas, c'est une tradition familiale et tout. Et ça m'a fait trop rire parce qu'elles ont vraiment décrété c'est une tradition dans cette famille maintenant quand il pleut. On part pieds nus dans le jardin et on court, on saute, on danse et tout sous la pluie. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Bien sûr. Et lui, il la regardait genre, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Et je le regarde et je dis, non, mais c'est vrai, elle est pas en train d'inventer un truc, c'est vrai, c'est une tradition familiale. Lui, il était en mode, non, mais moi, je vais pas tomber malade, je vais pas faire ceci, je vais pas faire ça. Les enfants étaient déjà partis. Ils ont dit, mec, si tu veux pas suivre la tradition, c'est ton problème. Nous, on va y aller. Et du coup, on était dans le jardin, on était en train de danser, chanter et tout. C'était trop marrant. Et mon mari nous regardait comme des fous. Mais ouais, c'est ça. C'est devenu une tradition. Et je me dis, ouais, ça, c'est un truc tout bête. Je sais que quand je serai plus là, ça fera partie des choses qu'elles vont raconter. Elles vont dire, avec maman, quand il pleuvait, on dansait comme des folles dehors. Et les voisins, ils nous regardaient comme des tarés. C'est ça, parce qu'après, il y a toujours la période de l'adolescence où t'as plus envie de rien faire, tout est nul, tout est machin, etc. Mais, tu vois, je me dis, ça fait partie de ces choses qui sont importantes. Avec ma fille, le soir, avant d'aller se coucher, on prend sa douche, machin, etc. On met la musique pendant 10-15 minutes. On fait une petite dance party. On danse, on danse. On donne tout ce qu'on a à donner, on écoute les chansons préférées du moment. Et après, on dit, bon, bah voilà, c'est le moment d'aller coucher. Câlin, bisous, bonne nuit. C'est une routine, c'est un truc, ça fait partie du truc. Elle sait qu'avec maman, il y a toujours de la musique à un moment donné. À un moment donné, on va chanter, à un moment donné, on va danser. Ça fait partie de notre quotidien, c'est la joie. Et c'est des chansons, enfin, je sais pas, mais quel enfant chante I Have Nothing de Whitney Houston ? Mais presque mot pour mot, tu vois. Très 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 peu d'enfants. Tu vois. Et là on a passé les Spice Girls, etc. Mais ça fait partie des choses. Moi il y a des chansons que j'écoute, c'est parce que mes parents les écoutaient. J'étais chez une amie le week-end dernier où je parlais avec son beau-père. Il dit c'est marrant, moi mes enfants je les ai élevés à Woolsey, je sais plus quel groupe tu vois des années 70-80. Et il dit mais c'est marrant, maintenant qu'elles sont grandes, elles continuent d'écouter ces chansons. J'ai dit oui, mais moi j'ai grandi avec un papa qui était fan de Francis Cabrel et une maman qui était fan de Céline Dion. Donc quand je suis un petit peu dans mon coin en train de dire oh là là mes parents, bah je mets Francis Cabrel ou je mets Céline Dion. Voilà, tu mets c'est automatique. En fait c'est des chansons ou des choses qui te ramènent à un truc. J'ai un de mes petits cousins avec lequel on a 14 ou 15 ans d'écart. Depuis qu'il est petit, son gâteau d'anniversaire, c'est le gâteau que moi je fais, c'est un gâteau nature. Et quand tu lui demandes à son anniversaire du haut de ses 22 ans qu'est-ce que tu veux comme gâteau, il dit bah je veux ton gâteau nature. Si tu lui ramènes tout autre gâteau, mais c'est même pas la peine, il en veut pas. Il va te regarder genre ben non, c'est pas comme ça. Non mais pas au courant. Non mais il en veut pas, tu vois, tu lui dis moi j'aime pas les gâteaux, il me dit j'aime que les gâteaux de néné comme ça. Parce que je pense que c'est la première bouchée de gâteau qu'il a mangé quand il était enfant. Et c'est tout, c'est resté comme ça. C'est pas que les autres gâteaux sont pas bons, c'est juste que ça fait partie de ces choses. Et c'est sa tradition. C'est ça, quand on dit qu'on doit s'aimer vivant, ça regroupe toutes ces choses-là. Ça regroupe tous ces moments où vous êtes très intentionnel pour les personnes que vous aimez. Vous pouvez vous prendre la tête. Vous savez comment je me suis plaint de mes vacances avec mes parents. Dieu seul sait que je ne suis toujours pas remise de ces émotions. Mais je continue à créer des choses qui font qu'on va avoir des souvenirs ensemble. Parce que c'est tout ce qui nous reste en fait. Parce que finalement, nos parents, nos frères, nos sœurs, on n'est que très proches d'eux que jusqu'à ce qu'on ait 18 ans. Après, on est chacun avec nos pièces rapportées, chacun dans nos vies, etc. Et pareil, parce que moi, ce que je dis tout le temps dans ma famille, c'est que on est chacun, choisissez bien vos pièces rapportées, parce que c'est les personnes avec qui vous allez passer le plus de temps sur Terre. C'est pas vos enfants, c'est pas vos parents, c'est pas vos frères et sœurs, c'est vraiment votre pièce rapportée. Parce que vos enfants, si à 18 ans ils se barrent du bercail,
vous allez vous retrouver comme des vieux cons en se disant en fait on s'aimait pas. Mais vraiment. On s'aimait pas, on va se mettre sur la gueule. Non, parce que des fois je fais des calculs là, c'est un peu angoissant. Hein. Oui, c'est ça. J'étais en train de faire des calculs, je me disais donc quand j'aurais passé ma quarantaine, je faisais des calculs du style, ça voudrait dire que j'ai vécu plus longtemps avec ce mec qu'avec mes parents, ou alors... Non, bref, je me suis dit non, on va arrêter de calculer parce que c'est vraiment angoissant quand tu réfléchis comme ça, mais c'est la vérité. Ouais. En fait, en tout cas, si la santé vous fait grâce, c'est plutôt ça qui va se passer. Ouais. Exactement. Et après, il y a le truc où j'ai travaillé en maison de retraite quand j'étais plus jeune, et c'est vrai que sur le coup, je trouvais ça très très triste, mais je me dis, un amour comme ça, c'est un monsieur, quand moi je suis rentrée dans cette maison de retraite, sa femme était décédée depuis 2 semaines. Et en fait, il se laissait mourir. Parce que sa vie n'avait plus de sens sans sa femme, ses enfants, ils venaient, etc. Mais c'était pas pareil. Et sur le coup, j'ai trouvé ça... Ouais, j'ai trouvé ça très triste. Il est décédé finalement 1 mois et demi après son épouse. Mais maintenant que je suis un peu plus âgée, parce que ça c'était il y a très très longtemps, je me dis mais c'est beau quand même, hein. Ce niveau d'amour, c'est pas Roméo et Juliette style, c'est pas la même chose. Mais il s'est pas suicidé non plus, mais tu vois, le chagrin, oui, il y a plein de gens qui meurent de chagrin en fait, c'est vraiment le truc où je me dis peut-être que les gens s'en rendent pas compte. Ouais, il n'y a pas que la maladie. Hein. Ouais. En fait, quand on dit oui, la solitude c'est pas bon, etc., mais je pense qu'il y a vraiment des trucs, des situations où les gens meurent justement du chagrin de la solitude ou du chagrin de pas être avec la personne qu'ils aimaient, j'en suis convaincue. C'est ça, et donc du coup, moi je me dis, tu vois, ces souvenirs, et c'est l'interprétation que j'en fais aujourd'hui, c'est pas celle que j'aurais faite il y a quelques années, mais ces souvenirs avec sa femme, sa vie avec sa femme était tellement douce que là ça pue de saveur en fait. Je ne souhaite pas qu'à mon départ les gens soient comme ça au point de se dire mais en fait la vie n'a plus de saveur. Non, j'ai envie que quand même les gens continuent après moi et continuent de vivre, mais je veux qu'on se souvienne de moi avec un sourire. Je veux pas causer de la peine, des rides, de la tristesse aux gens. Ça c'est vraiment un truc. S'il y a quelque chose pour lequel je me fais réaliser un truc aussi, c'est que là on est en train de parler dans des conditions où j'ai envie de dire idéales, tu vois. Parce que la vérité c'est que tout ça, j'aimerais pouvoir le contrôler, mais la façon dont on va me célébrer, ça va dépendre aussi de comment je vais quitter ce monde. Exactement. Tu vois, si tu quittes ce monde et t'as été assassiné, c'est très très difficile pour les gens de te célébrer et d'arriver d'arriver à se concentrer sur le souvenir, sur la mémoire de ta vie, sur l'impact que tu avais, etc. En tout cas, ça prendra du temps. Surtout si c'est lié à une injustice, quoi. Ouais, ça doit être très 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 difficile, ça. Donc, ou si t'es emporté par la maladie. C'est ça, je voulais juste faire cette parenthèse parce que j'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui aient vécu des deuils très très lourds comme ça, qui nous disent ça n'a aucun sens ce que vous dites, c'est une vision très bisounours. J'ai conscience qu'il y a des cas de figure en fait où c'est vraiment... c'est majeur et ça rend ça quasi impossible. Bien sûr. Et c'est ça qu'on essaye de dire, c'est que dans tous les cas, il faut essayer de voir le bon côté dans toute chose, mais que malheureusement, on n'est pas au contrôle de tout. Mais si on peut essayer déjà de gérer ce qu'on peut contrôler, ça facilite la vie de tout le monde. Et c'est comme dans les relations, quand on vous dit si vous voulez bleu, dites pas non je veux vert et après je veux orange, pour en fait dire que vous voulez bleu. Si vous voulez bleu, il y a bien une personne qui va comprendre que vous voulez bleu. Il n'y aura pas, y a pas de question de tergiversation ou quoi. Ok, ça ce n'est même pas un sujet. Dites-nous comment vous avez envie qu'on vous célèbre après votre mort. Est-ce que vous êtes comme nous? Est-ce que vous voulez qu'on fasse vous voulez une grosse teuf? Ou est-ce que vous voulez que les gens se rasent la tête pour vous? Est-ce que vous voulez... je sais pas, quelles sont vos envies? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous faites partie de la team que ça inquiète beaucoup? Ou est-ce que vous vous en foutez complètement? C'est pas une de vos préoccupations. Partagez avec nous sur toutes les plateformes. Et là, en disant ça, je me dis qu'on va clôturer l'épisode, mais on a oublié de se dire quelque chose qu'on a repris la dernière fois et on va nous taper sur les doigts si on ne le fait pas. En plus, j'étais en train de boire quelque chose en plus. Voilà. Pire. Qu'est-ce qu'on boit en ce moment? Qu'est-ce qu'on boit au moment de cet enregistrement et est-ce que c'est du thé? Mais oui, j'allais faire une intro en plus où j'allais être en mode et puis ça suffit le capitalisme machin. Non mais laisse tomber parce qu'en fait je me suis fait exactement la même boisson que la dernière fois. Et je me suis dit est-ce que pour le bien de l'épisode je ferais pas une boisson différente? Après je me suis dit non, ça suffit la surconsommation. Il s'avère que j'aime beaucoup le thé à la menthe. Voilà. Si je bois un thé à la menthe
5 épisodes d'affilée. Accepter le ça va aller. Et ben, voilà, donc c'est un thé à la menthe. Et ben écoute, moi ce que je bois aujourd'hui, parce que je suis toujours un petit peu prise avec un chat qui ne veut pas s'enlever de ma gorge, une infusion d'eau avec du citron jaune, du gingembre et beaucoup de miel, pour essayer de retrouver ma voix douce de sirène. Voilà. Et les sirènes. Tu vas nous créer des problèmes ici. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment, Mandaya? Qu'est-ce qui me rend heureuse? J'ai fini un bouquin que j'ai trop aimé, qui s'appelle All My Mothers, donc traduction toutes mes mamans, toutes mes mères. Okay. Et c'est un bouquin qui reprend la vie d'une fille à partir de ses 4 ans. Une petite londonienne en fait qui rentre en école primaire. Et on suit sa vie, en fait, elle raconte... En fait, tu lis le livre à la première personne. Okay. Et c'est comme si elle racontait sa quête En fait, elle cherche sa mère. Elle a des parents. Et elle est persuadée que sa mère n'est pas sa mère. Parce qu'elle dit, ouais, j'arrive pas à connecter avec elle. C'est comme si on était des personnes différentes. Et donc, elle se persuade que sa vraie mère l'attend quelque part. Et que c'est pas cette dame. Et elle commence un livre... qu'elle appelle un quest book, donc un livre d'une quête existentielle. Et chaque jour, en fait, elle pose des questions à ses parents, elle pose des questions à son entourage, et c'est vraiment avec l'esprit d'un enfant, où tu vois qu'elle met des petites notes et tout pour essayer de découvrir quelle est son identité, quoi. Et en fait, c'est vraiment fascinant parce que tout au long du livre, on suit la quête, entre guillemets, de l'enfant, mais on suit aussi toutes les personnes qui ont été des figures maternelles dans sa vie, que ce soit la première amie qu'elle se fait en école primaire, la famille de cette amie, toutes les personnes qu'elle va fréquenter quand elle va rencontrer leurs parents, quand elle va rencontrer en fait toutes les dames qui ont eu un impact dans sa vie. Elle leur rend hommage en fait dans ce bouquin et j'ai trouvé magnifique. Je lisais et je pleurnichais, je me suis dit putain. Non, moi ça m'a trop énervé et ouais, faut que je te le prendrai la prochaine fois que je te vois, mais trop émouvant le bouquin. Tu vas lire, tu vas chialer. Faudra même pas m'appeler et dire ouais, c'est ta faute. D'ailleurs, regarde-moi. Dans quel état je suis. Et pour être sur le thème aussi un peu de l'épisode, parce que j'ai lu Une si longue lettre de Mariam Abba. Et sur toute la durée du bouquin, en fait, elle parle du fait qu'elle est endeuillée de son mari et elle retrace en fait toute son existence, tout son mariage, etc. pendant sa période de veuvage. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Si vous êtes d'humeur à pleurer, en tout cas, moi j'ai beaucoup pleuré là dernièrement. Elle avait besoin de nettoyer ses yeux. Ouais, ça reste des très belles histoires, donc c'était des larmes saines. Voilà. Très bien. C'est ça qui m'a rendue heureuse. Et toi? Ce qui m'a rendue heureuse en ce moment, ce sont les 10 ans de ma nièce. De ma poupée qui porte mon prénom aussi, et avec qui on a fait du trampoline, et c'était très très bien. Cool. C'était très bien. J'ai bien pu lui foutre la honte avec... j'ai commencé cette petite tradition de t-shirt de 10 ans, où à chaque fois qu'il y a un neveu et une nièce qui passe l'âge de 10 ans, je fais un t-shirt avec toutes les meilleures photos de bébés avec des têtes plus originales les unes que les autres. Parce qu'elle, vraiment, elle est meilleure. Les meilleures expressions. C'est ça. Et c'est toujours un peu... parce que je fais ça sur un site qui est en Europe de l'Est. Bref, tu choisis les photos, mais tu sais jamais vraiment comment ils vont faire le montage. C'est toujours un peu aléatoire et ça rend toujours très très bien. Et donc là, elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais pourquoi t'as mis une photo de moi qui pleure? C'est la honte !» Et j'ai dit « Mais parce que c'est toi !» Voilà. C'est vraiment toi. Et franchement, et donc du coup, finalement, elle était contente. Il y a toutes ses copines qui étaient en train de regarder. J'avais commencé ça avec la fille de Ndaya l'année dernière. Et donc du coup, je vais avoir un t-shirt de 10 ans de chaque enfant. Et je trouve ça trop trop cool en fait de leur foutre la honte comme ça. Vraiment c'est mon choix. Et là ça commence à prendre un peu de l'ampleur parce que tout le monde dit mais pourquoi tu l'as fait que pour toi, fallait faire pour tout le monde machin. J'ai dit calmez-vous. Et puis quoi encore, pourquoi maintenant ça devient ton job? J'ai dit moi j'ai fait ça parce que j'ai décidé que c'était comme ça, c'est le genre de tante que j'avais envie d'être pour ces enfants. Maintenant vous si vous avez envie faites autre chose, soyez un peu soyez les meilleurs. Soyez les meilleurs. Donc ça me rend assez heureuse en ce moment.
Et ce qui me rend heureuse aussi, c'est d'avoir une enfant qui dit tout, qui fait beaucoup de bêtises. De bêtises. Je pense que c'est l'âge du challenge, là. Donc elle est elle a de la répartie, etc. Mais ce qui me rend heureuse, c'est que même si elle a dû répondre avec moi, elle a dû répondre avec tout le monde. Et je trouve que c'est quand même vachement bien parce qu'elle a du caractère, elle sait s'affirmer, elle sait exprimer ses opinions. Même si je trouve ça difficile pour moi, je suis quand même assez contente d'avoir un enfant qui est capable de reconnaître le bien, le mal, et capable de te dire, de venir te voir. Bon, en fait, je t'avais pas dit toute la vérité. Il y a une partie que j'avais oubliée. C'est juste un petit truc, mais on peut en parler. Une petite omission comme ça. Voilà. Mais on peut en parler et je me dis, c'est... En fait, je suis très contente du lien qu'on a réussi à créer, elle et moi. Je suis très fière de la petite personne qu'elle est, même si c'est sport. Mais je me dis, ça, c'est une enfant qui, dans la vie, va pas se laisser marcher sur les pieds. Dieu seul sait qu'on en a besoin. D'avoir assez de caractère, assez de trucs pour pouvoir affronter le dehors. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Partagez vos avis sur les épisodes. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout. Vous pouvez mettre 5 étoiles. On est vraiment dispo sur toutes les plateformes. Laissez-nous des petits commentaires. Donnez-nous des suggestions d'épisodes. Et je voudrais faire un merci particulier à toutes ces personnes qui nous envoient des messages pour nous remercier pour les épisodes, pour nous remercier pour le travail que l'on fait, nous dire ce que vous aimez moins. Ça nous aide à nous améliorer. Et ça nous fait chaud au cœur de savoir que ça vous touche à ce point, parce que nous on est là dans notre petite cuisine en train de faire notre petite chose, mais vous nous rappelez à chaque fois à quel point on est grande et que en fait ce qu'on a dans la tête c'est ce que vous recevez, et donc un grand merci à vous, parce que si on est là c'est aussi grâce à vous. En attendant, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Vous savez très bien où nous trouver, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous solliciter, et jusqu'à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous. Bisous, bye.